immense plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro de votre émission débat 100% Bénin. Relâche des Indo-Pakistanais condamnés respectivement à 5 ans et 10 ans d'emprisonnement dans l'affaire dite de 54 kg de cocaïne. Les prévenus ont à peine eu le temps de jubiler à l'annonce de la nouvelle comme le ferait n'importe qui dans le cas qu'ils ont réalisé qu'ils sont quasiment à la case du départ. De la prison, la destination maison ne leur sera plus accordée, mais plutôt les bureaux de l'OCERTID, l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs, et ce pour une nouvelle infraction blanchiment d'argent. Désormais, c'est du grain à moudre pour hommes de médias et professionnels de droit. Commentaires et analyses vont bon train. Et dans tous les sens, 100% Bénin, le numéro du jour voudrait apprécier de plus près le nouveau développement que connaît ce dossier digne d'un serpent de mer, dit-on. Thème au menu, rebondissement au Bénin dans l'affaire dite de 54 kg de cocaïne. L'appareil judiciaire enquête de ses repères. Le débat, nous le ferons juste après cette transition. Blanchi par la cour d'appel de Cotonou dans l'affaire dite de 54 kg de cocaïne, les deux Indo-Pakistanais mis en cause, Manoj Isaac et Neraj, pour ne pas les nommer, ont été conduits à l'OCERTID et gardés à vue. Rebondissement au Bénin donc, dans l'affaire de 54 kg de cocaïne. L'appareil judiciaire enquête de ses repères. Pour en débattre, nous recevons pour vous, mesdames, messieurs, Maître Alain Oroula. Il est avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Maître Alain Oroula, bonjour. Bonjour, Joël. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. En face de lui, un homme de médias. Il est éditorialiste et directeur de publication du quotidien béninois d'information Actu Express. On ne le présente plus. Médéric François Gongo est son nom. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, ami téléspectateur. Merci pour la disponibilité. Bonjour, c'est moi. Et oui, de nouveau autour de cette affaire dite de 54 kg de cocaïne. Pas de journal qui n'a pas évoqué dans les moindres détails les retours autour de la fameuse question et surtout cette décision de la Cour d'appel de Cotonou. Chacun y va de son commentaire. Actu Express n'est certainement pas resté en marge. Médéric François Gongo, la décision une fois tombée, quelle a été la lecture que le journal en a fait? Drogue par ici, drogue par là. Sous le Bénédit révélé, on se croirait en Medellin ou en Sicile où la Camorra serait en train de dicter sa loi. Pourtant, nous sommes sous nos tropiques. Sous nos tropiques où nous savons que rien n'est délibéré, rien n'est détaché, que sinon que tout est enchevêtré. Dans le cas de figure, nous avions essayé de voir quelle pourrait être la véritable raison pour laquelle on pourrait empêcher l'exécution d'une décision de justice ou tout simplement soulever une autre affaire pour empêcher des personnalités économiques actives dans un domaine sur lequel nous reviendrons tout à l'heure et dans lequel aujourd'hui semblerait opérer des très proches du pouvoir. Je disais tout à l'heure, nous étions à la limite abasourdis, que interloqués même que suite à une décision de la Cour d'appel, l'on ne veuille pas permettre aux mis en cause, fussent-ils étrangers, de jouir de leur liberté, quitte à ce que une autre procédure, si les tests juridiques le permettent, une autre procédure de blanchiment d'argent, nous apprend-on, ne soit enclenchée. Dans le cas de figure, on a conclu très vite ce qu'il y a forcément une main invisible. Nous nous sommes demandé au niveau du Actu Express qui est exactement derrière cet empêchement de jouissance des libertés des agents, je ne dirais pas des agents, des opérateurs économiques qui, ne l'oublions pas, il y a de cela quelques mois, quelques années, brassaient des milliards sur la plateforme, notamment au niveau de cette filière sur laquelle nous reviendrons. Oh. Dans le cas de figure, nous nous sommes vraiment inquiétés, mais nous nous sommes également félicités de ce que la justice nous rassure que suite à cette débâcle que l'on a connue, lorsque l'on a voulu politiquement s'en prendre à Sébastien Adjavon, la justice a réagi. Nous avons constaté aujourd'hui également
que, voulant mettre en veilleuse un opérateur économique pour, comme le disent les bonnes ou les mauvaises langues, s'accaparer d'une activité dans laquelle ils étaient omniprésents, omnipotents, omniscients, parce que, et à la maîtrise du domaine, nous sommes interrogés pour savoir si hier, ce n'était pas des attaques purement politiques et qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en face des attaques purement économiques. Oui, mesdames, messieurs, je le disais en l'entame, assez d'interrogations. Les éditorialistes, ils vont dans tous les sens. Maître Alain Roula, vous, homme de droit, c'est votre décision pour dire décision de votre maison, oui, qui aujourd'hui est au cœur de la polémique. Et quand vous observez un peu tout ce qui se joue autour de cette décision, quelle a été la position que l'homme de droit a adoptée en observant tout ceci? Avant de revenir sur... Bien sûr, évidemment que je suis très fier de la justice béninoise qui a réédité l'exploit que nous avons connu avec la procédure diligentée contre un grand patron, un grand financier et un grand opérateur économique de ce pays, où les services de police et d'enquête ont plus ou moins été instrumentalisés et dont le travail bâclé a été sanctionné par une décision de relax courageusement et honnêtement prise par le tribunal correctionnel de Cotonou. Eh bien, je crois que c'est la même chose qui est arrivée, non pas seulement en première instance, puisque ces malheureux ont été condamnés, mais la Cour d'appel a pris ses responsabilités et a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de charges contre ces ressortissants indo-pakistanais qui, par ailleurs, étaient aussi de gros opérateurs économiques de la place, qu'il n'y avait pas de charges ou que le dossier n'était pas suffisamment élaboré pour en porter constitution de charge et a donc honnêtement et courageusement prononcé la relaxe des individus. Donc, c'est rassurant. La justice n'est pas, en tout cas sur ce terrain, en quête de repères, parce que l'appareil judiciaire... Vous le dites clairement. Je le dis très clairement. L'appareil judiciaire, c'est d'abord et fondamentalement les juges qui ont la mission de dire le droit, c'est-à-dire ceux qui tranchent. Et le seul appareil dont le contrôle échappe peut-être à la justice, le seul instrument qui est entre les mains de l'exécutif, c'est le parquet. Le parquet est le chef de la police et donc le chef des enquêtes. Et donc c'est plutôt à ce niveau qu'il y a lieu de s'interroger. Ceci étant, nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour apprécier l'opportunité ou la pertinence des poursuites qui sont enclenchées après cette décision de relâche de la Cour d'appel, mais nous trouvons le procédé particulièrement curieux et inélégant. Mais il s'agit effectivement, comme l'a souligné Maître Alain Roula, d'hommes qui ne sont pas vraiment inconnus de la scène socio-économique au Bénin, fut-il étranger. Quand on suit un peu ce qui se joue aujourd'hui, d'aucuns pensent que désormais, ce n'est pas le Bénin seulement qui est concerné, mais c'est plutôt le Pakistan aussi. Oui, l'Inde et le Pakistan, beaucoup pensent déjà à des antécédents diplomatiques ou à des difficultés au niveau du front diplomatique, mais bien avant d'apprécier la question sur ce plan, il est très important de noter que nous avons à la tête de notre pays aujourd'hui beaucoup plus qu'un acteur politique, un opérateur économique. Mais bien qu'il se soit désengagé de ses affaires. Écoutez, désengagé, mais il n'y a que ses obligés qui s'occupent de ses affaires. Et cela ne trompe personne. Et lorsque nous voyons un peu l'évolution de certains dossiers, récemment, nous avons parlé de l'affaire Ségub, dans laquelle le chef de l'État était en plein. Il était premier responsable de Bénin Contrôle. Donc vous le trouvez toujours présent dans ce dossier. Nous avions également parlé, il y a de cela quelque temps, de la Sonapra, et nous savions bel et bien que le chef de l'État était le seul maître à bord de la Sonapra, tant au niveau des intrants qu'au niveau des usines, et même au niveau de la chaîne de transport, de la chaîne de sécurisation des permis de recouvrement à travers la CSPR et l'AIC et bien d'autres. Nous revenons au dossier. Nous avons des inquiétudes qui se poursuivent. Dans ce dossier également, à quel niveau? des inquiétudes pour mettre l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, l'activité principale menée par les Indo-Pakistanais
se retrouve aujourd'hui entre les mains, selon nos informations, des proches du chef de l'État. Et si l'on fait un rapprochement de ce qu'on a vécu dans l'affaire Ségub, où, en soulevant le dossier, on a réussi à faire taire des députés, au niveau de la SONAPRA, où on a vraisemblablement voulu couper court à la procédure parlementaire qui demandait qu'on check, qu'on vérifie 15 ans de gestion de la SONAPRA et qu'on a bien voulu se limiter à 3 ans, avec en ligne de mire des personnalités qui donnaient trop de la voix ces derniers moments, Oui. nous avons de sérieux doutes sur l'instrumentalisation du pouvoir politique. L'instrumentalisation Du pouvoir politique, Le dos pakistanais. avec, j'en viens, avec la mise à contribution des organes de l'État pour pousser dans le dernier retranchement tous ceux qui peuvent politiquement ou économiquement jouer des rôles importants et se retrouver dans la position de concurrent de taille. Les concernés dans ce dossier ne s'intéressent pas à la politique internationale. Ils ne s'intéressent pas à la politique, mais j'ai parlé de politique et d'économique. Et cela nous amène à nous inquiéter sur la véritable nature du président de la République que nous avons. Est-ce que le président Patrice Talon a réussi à se détacher de sa tunique d'acteur économique pour se mettre sur le terrain politique et jouer véritablement le rôle politique, pour savoir qu'il devrait se mettre au-dessus de la mêlée dans toutes circonstances? Nous aurions aimé être rassurés que le président Patrice Talon, directement ou indirectement, n'est pas impliqué dans la gestion d'Acajou et éventuellement ne serait pas amené à empêcher les Indo-Pakistanais d'être entièrement libres de leur mouvement. Si tel est le cas, je pense que la démocratie béninoise est véritablement en danger d'un côté et que la plateforme économique court de grands risques parce que les Indo-Pakistanais dont il s'agit régentent la deuxième filière porteuse du Bénin, la filière Noix de Cajou. On y a investi dans cette filière. La campagne passée a été de fiasco exemplaire. Il y a eu des problèmes au niveau du prix. Fiasco exemplaire. Il y a eu des problèmes au niveau du prix. Il y a eu du dumping qui a été observé par certains. Tout ceci au détriment des producteurs qui se sont retrouvés en position de victimes. Là, c'est un autre débat. Pour revenir à votre question, c'est vrai et clair, c'est vrai et net aujourd'hui qu'il y aura forcément des difficultés au niveau de la coopération entre l'Inde, le Pakistan et éventuellement le Bénin. Mais comme on nous dit que le Bénin est un pays sinistré, comme on nous dit que les gens ne peuvent pas collaborer de manière approfondie avec le Bénin, qu'on va chercher des partenaires au niveau du Rwanda et d'ailleurs, nous attendons de voir comment on peut gérer d'éventuels quiproquos entre l'Inde, le Pakistan et le Bénin. Le dossier qui allait tout banal commence par pousser plus d'un à des interrogations pertinentes et à l'instar de Médéric François Bongo à s'interroger sur d'éventuels liens avec le premier magistrat. Là-dessus, il n'y a pas que le citoyen lambda, même les hommes de droit s'interrogent loin des tribunaux. Avec la complicité de la régie, nous allons apprécier la réaction de l'un des avocats des plus en vue au Bénin, Maître Paul Katoatita est son nom. La régie, et on se retrouve pour poursuivre le débat. Le Code de procédure pénale du Bénin est formel là-dessus. Lorsque un prévenu bénéficie d'une décision de relax de la part d'un tribunal correctionnel, il est aussitôt mis en liberté. C'est-à-dire, aussitôt, même s'il a appel, il rentre chez lui. Je vais vous lire les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, en vigueur encore à la date de ce jour. C'est-à-dire le code qui a été appliqué à l'audience du vendredi dernier. Article 485. Et nonobstant appel mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été relaxé ou absous ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis,
soit à l'amende. L'alinéa 2 dit ceci, il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. Ça veut dire tout simplement que depuis le vendredi dernier, les personnes qui ont bénéficié de cette décision de relax au bénéfice de doute ne devraient plus passer la nuit, le vendredi nuit là, dans la prison civile de Cotonou, ni dans aucune autre prison du territoire de la République du Bénin. Ils devraient passer la nuit dans leur domicile, résidence, leur demeure habituelle respective. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le parquet qui a le devoir, je dis bien le devoir, ce n'est pas une faveur, le devoir, ça s'impose à lui d'exécuter la décision immédiatement, à engager l'exécution, en allant notifier aux intéressés l'ordre de levée d'écrou, c'est-à-dire l'acte judiciaire qui dit aujourd'hui vous devez sortir de la prison, votre détention a pris fin, on le leur a notifié, mais on le leur a notifié naturellement dans la prison de Cotonou. Mais au même moment qu'on fait la notification de l'ordre de libération, on leur fait une autre notification sur les mêmes lieux, notification de leur conduite dans les bureaux de l'OCETIM pour dire maintenant vous êtes poursuivis pour une autre infraction. C'est-à-dire, on a substitué la liberté que le juge leur a accordée par une autre procédure immédiate qui les empêche de bénéficier de cette liberté-là. Ici, la substitution heurte un principe de procédure pénale que je ne comprends pas comment ça peut se faire chez moi. Tout juge pénal qui veut prononcer la relaxe d'un prévenu comparant devant lui, il vérifie d'abord si ça ne répond pas à une autre qualification. Alors, et dès lors qu'il dit relaxe, soit relaxe au bénéfice du doute, soit relaxe pur et simple, ça veut dire qu'il a tout vérifié et ces faits-là ne concordent avec aucune autre qualification pénale. Je le dis, je le certifie et je ne peux pas être contredit. Si quelqu'un veut me contredire, qu'il vienne, on va faire le débat. On ne peut pas prendre une décision de relax dans un contexte où le juge a été saisi in rem et le juge dit je n'ai vu aucune infraction introduit à partir des mêmes faits une infraction pour empêcher les gens de jouir de leur liberté. C'est une opposition à une décision de justice, une opposition qui se fait par le parquet, qui est quand même une partie au procès et qui, tout le monde sait, est l'organe qui représente le gouvernement à la justice. Donc, pour l'opinion publique béninoise, pour les gens, que ce soit au Pakistan ou ici, les gens ne vont pas se faire d'une seconde de doute pour dire c'est le gouvernement qui est à la base. Et quand on va dire c'est le gouvernement qui est à la base, c'est le chef de l'État qui est à la base. Je dis il faut qu'on protège nos chefs de l'État, qu'on évite de ce genre de procédure-là. Et moi, j'espère que le parquet va renoncer à cette procédure-là. S'il n'est pas d'accord avec le jugement qui est rendu, l'arrêt qui est rendu, il a une voie, c'est la voie de cassation, d'aller vers la Cour suprême. Mais ça n'empêche pas les gens de sortir et d'aller chez eux. Bénédicte François Gogo, maître Alain Roula, vous avez suivi l'avocat maître Paul Kato Atita sur ces démonstrations. Avec votre mission, je me retourne vers le directement concerné, maître Alain Roula. Vous vous retrouvez dans les démonstrations faites par votre confrère? Bien sûr que je lui dois une solidarité et une compassion dans la mésaventure qui nous arrive, je vais dire, dans cette affaire, où il y a eu un procédé choquant qui vide de son contenu l'honnête décision qui a été rendue par la Cour d'appel. Mais je voudrais néanmoins nuancer certains propos péremptoires de mon confrère qui dit que, avant de relaxer, la juridiction saisie vérifie qu'il n'y a pas d'autres infractions autour. Non, la juridiction saisie est saisie in rem, c'est-à-dire qu'elle est saisie des faits, des personnes qui sont renvoyées devant elle, c'est la saisie in personam, et des infractions qui sont portées à sa connaissance, qui sont déférées à sa connaissance. La juridiction vérifie que les infractions sont constituées, les faits sont reconnus ou pas, décide de condamner ou de relaxer. C'est vrai que la relaxe empêche, par exemple, le parquet de prolonger
la discussion par un appel lorsque la peine est déjà purgée, n'est pas encore purgée, etc., ou lorsqu'il y a détention pour autre cause. En cas de relax, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent, on est obligé de relâcher les mises en cause. Et je crois que le parquet a péché par excès d'optimisme, c'est-à-dire que les accusateurs ont considéré que cette infraction suffisait à garantir la mise en l'ombre des mises en cause et a été surpris, le parquet a été surpris par la décision de relax qui a été rendue et a donc décidé d'enclencher d'autres poursuites, peut-être sur la base des mêmes faits ou peut-être sur la base d'autres faits. C'est les investigations qui permettront de nous édifier. Ce faisant, le parquet ne s'est pas montré élégant, c'est vrai, nul n'est au-dessus de la loi. Mais il aurait été plus simple de poursuivre ces infractions de blanchiment pendant que les mises en cause étaient en détention. Ce n'est pas une infraction qui est née à leur sortie de détention. Cette infraction existait déjà, si tant est qu'elles existent. Donc le parquet aurait pu poursuivre parallèlement les infractions liées au trafic de stupéfiants avec celles relatives au blanchiment. Le parquet ne l'a pas fait. Il y a une autre technique qui est employée. On poursuit séparément l'affaire de stupéfiants et on fait passer l'affaire de blanchiment devant une autre juridiction correctionnelle et donc la mise en liberté suite à la relâche dans un cadre est paralysée par une procédure déjà en cours et qui justifie, entre guillemets, le forfait. Donc je résume en disant qu'il y a eu excès de confiance, il y a eu surprise, ce qui explique la réaction immédiate du parquet parce que cette conduite devant l'OCERTI est forcément le fait du procureur de la République. Votre confrère parle d'opposition à décision de justice. Ce n'est pas cela l'opposition à décision de justice puisque le parquet ne s'oppose pas à la mise en liberté suite à la relaxe prononcée. Mais il y a une astuce pour dire, mais messieurs, nous avons encore d'autres faits sur lesquels nous voulons vous entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sortis de la prison, on les a conduits immédiatement dans les locaux de la police pour les interroger. Parce qu'il y a peut-être des risques de fuite, des risques qu'ils usent et abusent de leur liberté. Le parquet est dans ses prérogatives. Mais cette utilisation de ces prérogatives est pour le moins frauduleuse, est pour le moins déloyale, voyez-vous. Et je suis en train de souligner la maladresse, parce que la manœuvre, elle est visible, elle est flagrante, elle donne l'impression d'un acharnement, pas judiciaire. L'impression d'un acharnement. Donne l'impression... L'impression d'un acharnement de qui on en parlera de l'impression, voilà. Puisque votre confrère a évoqué aussi l'aspect. Mais je me retourne vers l'éditorialiste. Le tableau ainsi présenté vous inspire, vous, quoi? Bon, j'ai comme l'impression que nous sommes dans une république où le chef de l'État est très mal entouré sur le plan juridique. Suite aux multiples débâcles, 12 je crois, de certaines décisions au niveau de la Cour constitutionnelle, après des tâtonnements, au niveau d'autres décisions par rapport à la drogue, les 18 kilos de drogue pure. Nous sommes dans le cas de 54 kilos de drogue non moins pure, je crois, seulement qu'il n'y avait pas la loupe pour mieux l'observer. Encore qu'entre-temps, le Chilao national s'est vu un peu débarquer, certainement parce que n'ayant pas eu gain de cause et ayant été un peu plus exigeant. Ça, c'est une digression positive. Je crois que dans le cas de figure, l'opinion publique parle d'un acharnement de l'exécutif contre des opérateurs économiques qu'on a délogés de secteurs sur lesquels on exerce aujourd'hui un dictat. Nous, analystes, est-ce que nous devons tout le temps abonder dans le même sens que l'opinion publique? Je dirais oui, pour ne pas donner l'impression d'inventer l'information. Et si nous suivons les commentaires depuis le vendredi dernier, c'est très clair, c'est clair et net que les opérateurs économiques présents dans la filière Kajou feraient l'objet d'une cabale, d'un acharnement de la part des proches du pouvoir, il faut le dire. Je suis au regret de temps à autre d'être aussi direct, mais appelons un chat un chat.
pour ne pas donner l'impression... Le secteur, quand même, quand les uns évoquent cet aspect, le secteur ne reste-t-il pas quand même ouvert à concurrence? Écoutez, ce secteur, nous l'avions suivi comme nous avions suivi le palmier à huile et forcément le coton. Ce secteur était dans une position exiguë il y a de cela quelques années. Les Indo-Pakistanais ont découvert la mine d'or, ensemble avec quelques Béninois, ont pris des risques, ont investi, ont sérieusement investi, ont rassuré tous les acteurs de la chaîne. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de ce secteur sans les Indo-Pakistanais. Encore qu'il y en a qui ont la nationalité béninoise. Il y en a qui sont nés au Bénin et qui vivent ici depuis des années, comme des frères libanais que nous avons, qui opèrent dans d'autres secteurs également. Je partage cette opinion généralisée qui nous amène à constater que dans l'incapacité de régler les problèmes sociaux, dans la sclérose ambiante par rapport à la gestion des susceptibilités politiques, le gouvernement joue à nous amener sur des pistes et malencontreusement arrive à déclasser au niveau de l'opinion publique internationale la plateforme démocratique que constituait le Bénin pour attirer les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, pendant que l'on a créé des problèmes hier à Sébastien Jammeh à Djavon, pendant que l'on a tenté de les créer aux acteurs économiques dans le secteur de la filière des véhicules d'occasion, et aujourd'hui, pendant que l'on crée les mêmes problèmes aux acteurs dans le deuxième secteur le plus porteur, je veux parler du domaine agricole et de Acajou, combien d'investisseurs nous avons déjà eu au Bénin? Depuis 15 mois. Combien d'investisseurs? À part les emprunts obligataires, à part les OPA, qu'on exerce, qu'on exerce sur certains secteurs vitaux de la vie publique. Qu'est-ce que nous... Bon, pendant qu'on n'en a même pas, la morale et l'éthique nous empêchent de détruire ce que l'on a. Parce que, rappelons-le, la filière cajou, ça brasse autant que la filière coton. Mais quelque part, semble-t-il, les concernés pourraient pousser un ouf de soulagement avec votre mission. Maintenant, sur le plan juridique, comme l'a dit Maître Oula, tout à l'heure, c'est tellement qu'on a d'autres éléments. Mais on aurait pu faire économie par rapport à l'utilisation des cadres que nous avons au niveau du parquet en faisant l'instruction des deux dossiers au même moment pour éviter de donner l'impression aujourd'hui qu'on est dans un acharnement gratuit. L'impression, oui, elle est forte. Quand suit aussi Maître Paul Kato-Atita, il a martelé à croire que le chef de l'État serait mal conseillé. Il demande à ce qu'on préserve l'image du chef. Est-ce que l'image du chef est pourtant entachée? Est-ce qu'on n'exagère pas aussi un tout petit peu lorsqu'on évoque la question sous cet angle-là? Oui, c'est la question piège. Non. Des dossiers, la conduite de tels dossiers à ce niveau ne peut pas échapper à la connaissance du président de la République. Ça n'échappe pas au garde des Sceaux. Et je connais les acteurs. De façon péremptoire. Parce que le garde des Sceaux reçoit un rapport systématique de tous les dossiers. Et je ne pense pas que sur des dossiers aussi emblématiques qu'il n'aura pas son mot à dire. C'est le premier parquetier sous la responsabilité et la subordination du président de la République. Donc cette affaire, comme l'affaire Sébastien Djavon, a été portée à la connaissance de nos hautes autorités qui ont eu leur mot à dire. Je connais nos parquetiers, je suis persuadé que, fins techniciens qu'ils sont, ils n'auraient pas tâtonné comme ils l'ont fait. Et que nous nous entendions très bien. J'ai commencé par dire que nul n'est au-dessus de la loi, qu'on soit béninois, indo-pakistanais, Sébastien Djavon ou autre, nous sommes tous égaux devant la loi et donc devant les poursuites lorsque les infractions sont commises. En l'occurrence, l'on dit, après l'affaire des 18 kg de cocaïne pure, que l'on a retrouvé dans des conditions analogues 54 kg de cocaïne. La justice ne dit pas que ces 54 kg de cocaïne n'ont pas existé. Ce que la justice dit en appel, c'est qu'il n'y a pas d'éléments pour imputer la détention, le trafic de ces 54 kg à ceux qui ont été déférés devant elle. Problème d'instruction du dossier?
problème d'enquête mal faite ou problème d'imputabilité non établie. Ce qui veut dire qu'il y a un problème, parce que si après 18 kilos, nous avons 54 kilos, il y a un problème. Et il ne faut pas rendre, comme j'ai pu le lire ci et là, la justice responsable des dénonciations mal faites, des dossiers mal ficelés et des enquêtes bâclées. Pas la justice. La justice connaît des éléments qu'on lui envoie. Il ne suffit pas de dire un tel et un tel ont trafiqué 54 kilos pour que la justice sévisse. Quand quelqu'un descend de l'avion avec dans ses bagages de la drogue, flagrant délit, on lui applique la peine. Mais là, il y a manifestement un problème d'instruction, je veux dire d'information, d'investigation. Donc la justice ne fait pas le paradis des narcotrafiquants. La deuxième observation que je voudrais faire, blanchiment, ben bien sûr qu'on en trouvera. Il n'est pas forcément dit que le blanchiment résulte de ce trafic. Le blanchiment, il suffit d'avoir fait des opérations suspectes. Et du blanchiment, il y en a tous les jours. Quand vous amenez de l'argent d'un trafic quelconque, du Bénin au Nigeria, ou du Bénin en Côte d'Ivoire ou au Rwanda, c'est aussi une forme de blanchiment. L'interrogation là, c'est pourquoi ne pas avoir instruit ces faits de blanchiment pendant que les mises en cause étaient en prison, comme on a l'habitude de le faire. Dès que vous tombez dans les faits, c'est l'enfer, c'est-à-dire qu'on sort tous les dossiers inimaginables et on les instruit pour charger la barque. Et l'amateurisme, ou je dirais le cynisme en la matière, que l'on me pardonne, que mes partenaires de travail me pardonnent, c'est que ces poursuites soient grossièrement initiées. Ah, vous parlez de grossièrement initié. Écoutez, moi je suis un Zidane du droit. Allez-y. Je veux dire par là que il faut être fin dans le procédé. Lorsque c'est seulement à la suite d'une décision de relax que l'on vient cueillir les gens pour les mettre en cause, il y a un problème d'élégance. La procédure pénale, ce n'est pas la déloyauté. La procédure pénale, c'est la classe, c'est l'élégance. C'est ce que les Anglais appellent la procédure pour vous convaincre de ce dont vous êtes coupable, de ce dont vous êtes responsable pénalement. Donc il y a un malaise qui frise l'acharnement. Et là, j'indexe très clairement la pertinence, qui ne m'appartient pas de qualifier, de l'opportunité de cette poursuite. Et cette appréciation souveraine relève du ministère public. C'est-à-dire, c'est le procureur, qu'il y ait infraction ou non, qui juge opportun de poursuivre ou non. Si je ne suis pas clair, lorsqu'une infraction est commise ou lorsque quelqu'un est soupçonné d'une infraction, c'est le procureur qui a le pouvoir et la faculté, généralement, de dire, écoutez, ce n'est pas utile de poursuivre. Si, je poursuis. Ça veut dire que c'est monsieur le procureur qui porte la responsabilité. Je le dis parce que je connais ce magistrat, qui est un frère et qui est très honnête, qui porte la responsabilité de faire poursuivre pour des faits qui auraient pu être poursuivis s'ils sont avérés avant la décision de relax, de les faire poursuivre juste à la sortie ou à la décision de mise en liberté de ces ressortissants indo-pakistanais qui sont présumés innocents, mais qui ont quand même le droit aussi d'être traités de manière équitable et honnête. Cette décision, est-ce que vous affirmez ou confirmez, comme certains analystes, qu'en procédant de la sorte, on fait aussi un cran par rapport au premier dossier, celui de 54 kg de cocaïne, dont on restera sans suite vraiment fondamentale? Un cran, non. Écoutez, cette affaire est définitivement jugée. Définitivement jugée. Bah, bien sûr. Donc sauf on ne saura jamais d'où proviennent les 54 kg de peut-être cocaïne. un jour, écoutez, avec cette affaire, on a éclairé les contours de l'affaire Sébastien Javon. Parce qu'on s'aperçoit qu'il n'est pas le seul à mettre 18 kg dans un conteneur. Donc il n'aurait pas le monopole de cette manière de procéder. Et bis repetita, ça veut dire qu'il y a effectivement un problème. Il y a forcément quelqu'un qui met cette drogue au port autonome de Cotonou, si tant est qu'il y a de la drogue. Donc on est avancé. C'est une jurisprudence, celle de la Cour d'appel, qui vient confirmer celle qui a été rendue au profit du peuple béninois en prononçant la relaxe de Sébastien Germain à Javon. Donc le procédé se répète.
Donc, il n'est pas exclu que dans les semaines à venir, une troisième affaire vienne mettre un peu plus de lumière dans les zones d'ombre qui entourent cette affaire de 54 kg de cocaïne pure. Mais en tant que juriste, je puis vous assurer que la décision de relax n'est pas volée. Tellement ces dossiers sont mal ficelés, tellement les montages sont grotesques. Les infractions existent. C'est pas ce que dit la Cour, elle ne dit pas que ces infractions n'existent pas. Vous l'avez souligné, oui. Exactement, mais l'imputabilité à ceux qui ont été mis en cause pose problème et pose un problème très grotesque, voyez-vous. Alors, pendant longtemps, encore, on regardera le port autonome de Cotonou comme presque un no man's land où beaucoup de choses peuvent arriver, pas des choses toujours très gaies. Oui, évidemment, je suis désolé de constater que cette honorabilité qui avait été conçue au prix des sacrifices par nos aïeux et par tous ceux qui étaient à la conférence nationale, des victimes, je veux parler des amis communistes et autres qui ont souffert le martyre. Pour qu'on en soit là aujourd'hui, je suis désolé de constater qu'ils se retourneraient pour ceux qui sont partis dans la tombe et qu'ils gratteraient les têtes jusqu'à se fendre le crâne pour ceux qui vivent. Encore maintenant, lorsque l'on observe un peu ce spectacle désolant que l'on présente de notre poumon économique. Et pourtant, l'on joue des pieds et des mains pour nous amener un mandataire. Et pourtant, l'on agit pour donner l'impression que l'on veut aller à la compétitivité du port. Comment vouloir d'une chose et de son contraire? Parce qu'un port, pour qu'il soit compétitif, doit être sanctionné par des rapports des structures habilitées qui le font. Et récemment, à Baltimore, nous avions constaté la présence d'une délégation, forte délégation, des responsables du port pour rassurer les partenaires américains de ce que le poumon de l'économie nationale est devenu fréquentable. Mais dans le même moment, comment voulons-nous que les partenaires économiques, les partenaires diplomatiques apprécient favorablement le travail que l'on abat, parce qu'il y en a qui travaillent tout de même. Il y en a au niveau du port qui travaillent. Il y en a au niveau de toutes les structures qui travaillent pendant que certains jouent à de l'affairisme, parce que dans le cas de figure, c'est de cela qu'il s'agit, de l'amateurisme. Tout comme l'on l'a constaté pour le dossier 18 kg, où l'on a vu notre homme Chichma habillé en bleu, qui, sans laisser ceux qui devraient fouiller le conteneur le faire, démontrait, montrait, indiquait là où se trouvaient les 18 kg d'or, excusez-moi, D'or blanc. de d'or. Dans le cas de figure, nous constatons également que dans la volonté, dans une tentative de nuire, et là le mot n'est pas faible, l'on a été tellement pressé que l'on n'a pas bien emballé ce dossier qui pourtant pourrait être sanctionné d'une décision juste de la justice. Parce que l'on se rappelle, il y a de cela quelques années, on avait vu de la drogue dans des tuyaux, dans des objets de plomberie, sans pour autant en faire autant cas. Cela a été réglé. L'on se rappelle qu'à l'aéroport, régulièrement, l'on arraisonne des stupéfiants et les procédures suivent leur cours, sans pour que cela ne fasse l'objet de tant de tintamarre et de communication. Parce que l'on se rappelle que lorsque cette affaire de 58 kg était révélée, rapidement, les organes de propagande du régime avaient établi une corrélation entre cette affaire et l'affaire de 18 kg, dans une démarche complètement erronée, dite d'un amateur en communication, pour livrer à l'opinion publique, vouée aux gémonies, et le président Sébastien Adjavon et les Indo-Pakistanais, alors que fondamentalement, on contribuait négativement à détruire la plateforme Bénin. On l'a fait, et pour moi, lorsque j'ai revu mes coupons, lorsque vous m'aviez invité pour l'émission, j'ai revu mes coupons de presse, j'ai revisité les parutions,
Et je demeure vraiment inquiet que s'il y a eu 18 kg sans véritable succès, s'il y a eu 54 kg sans succès, et on l'a vu, à part la drogue, on parle du blanchiment, on veut coûte que coûte trouver quelque chose à quelqu'un pour l'empêcher de jouir de sa liberté, certainement pas pour faire plaisir au peuple, mais pour se servir ou de son crédit politique dans le cas du président Javon, ou de son assise économique dans le cas des Indo-Pakistanais. Et pour moi, c'est la poursuite de la ruse, c'est la poursuite de la malice, c'est tellement teinté de rage, comme on nous l'a promis, mais qui n'honore aucunement ceux qui nous dirigent. Parce qu'en définitive, de quoi s'agit-il? Le Bénin n'est pas une propriété privée. François Gongo, je termine toujours en disant, sur ce plan rapidement. Le Bénin n'est pas une propriété privée. Les fonds de la nation, les affaires de la nation n'appartiendraient jamais à un club, à un clan, à un groupe de copains ou de copains. Jusqu'à preuve de contraire, le pays est dirigé par Bénin n'est pas dirigé. Aujourd'hui, le Bénin bien confier son destin. Écoutez bien, pour tomber bondir sur votre question. L'actuel président de la République n'a eu que 23%. Il a été élu par une coalition qui l'a porté à 65%. Quel est l'état actuel de cette coalition? Oui, c'est un autre débat. Non, quel est l'état actuel? C'est pour vous dire que oui, même si légalement le pouvoir est établi, ce pouvoir du président Patrice Talon, dit du Bénin révélé, est illégitime. Parce qu'il n'arrive pas à nourrir le peuple. 2, les licenciements sont réguliers et de manière injustifiée. 3, l'acharnement contre les acteurs politiques qui osent donner de la voix et jouer le rôle de l'opposition. L'acharnement est visible et palpable. 4, le musellement des libertés est de règle parce que l'on ne s'occupe de ceux qui font de la propagande avilissante. Maître Alain Rolla, vous me permettez, est-ce qu'il y a eu trop de communication autour d'un dossier aussi sensible que celui dit des affaires de cocaïne? Le Bénin a-t-il effectivement poussé le bouchon un peu trop loin? Je crois qu'il y a un malaise, parce qu'effectivement, ça n'honore pas notre pays que de telles affaires, si elles ne sont pas créées de toutes pièces, si elles ne sont pas inventées, moi je ne fais pas partie de la thèse complotiste, n'honore pas notre pays que ces affaires soient ventilées, soient instrumentalisées et qu'on recherche des boucs émissaires. Parce que ce qu'il y a lieu de retenir, c'est qu'il y a de la drogue qui transite par le port autonome de Cotonou. On oubliera Manoj, on n'oubliera certainement pas Sébastien Javon de sitôt parce qu'il est connu, mais ce qu'on n'oubliera surtout pas, c'est qu'il y a de la drogue qui transite ou qui transite par le port de Cotonou. Ce qu'on retiendra, c'est qu'il y a des individus mal intentionnés qui placent cette drogue dans les conteneurs, puisque, arrivé au niveau de la justice, les faits sont rétablis, la justice dit ce qu'elle a à dire, c'est-à-dire elle a relaxé au moins 2 fois, c'est la 2e fois. 3e point, ce port devient dangereux pour ceux qui veulent contribuer à l'économie et au rayonnement de notre pays, puisque ça voudra dire que c'est un port poreux. Enfin, l'instrumentalisation de la justice apparaît vraiment nette. Je suis navré, je compte beaucoup d'amis. La justice n'est pas en quête de ses repères. Non, je dis l'instrumentalisation. L'instrumentalisation, écoutez, quand le juge est tranquille et qu'on lui apporte une affaire, il est obligé de se prononcer, sinon c'est un délit. Et si vous devez conclure très rapidement, allez-y. J'invite nos autorités à mettre un peu plus de panache dans le règlement des affaires, dans la dispersion des concurrents, et en tout cas de faire en sorte que notre justice reste totalement et intégralement crédible. Merci, Bédéric. Dans le dossier des 18 kg de drogue pure, les noms ont été cités, les noms des personnes qu'on connaît qui continuent de jouer des rôles très importants dans le dispositif sécuritaire des renseignements, éventuellement de gestion du pouvoir actuel. Tant que l'on ne va pas vider ce dossier, citer ceux-là, les mettre hors d'état de nuire, des gens de complot vont se poursuivre. Deuxièmement, le président de la République doit se départir de cette tunique d'opérateur économique où l'on peut utiliser toutes les méthodes
pour toutes les méthodes pour coincer ses adversaires et reprendre la peau d'acteurs politiques. On l'a élu pour qu'il donne à manger au peuple, on l'a élu pour qu'il développe le pays, on l'a pas élu pour qu'il attise des hantises. Merci, Médéric François Gongo-Bertrand, merci. Mesdames, Messieurs, merci aussi à vous. 100% Bénin, nous allons prendre congé de vous. Et ce sera sur cette citation de Confucius. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Mesdames, Messieurs, merci une fois encore pour votre aimable attention. Au plaisir de vous retrouver demain pour nos débats.